assez nombreux pour démarrer cette nouvelle séquence de l'heure de l'autonomie. Donc, bienvenue sur cette nouvelle séquence pour de l'heure pour l'autonomie. La présentation va commencer dans quelques instants. Je vais vous donner quelques petits éléments pratico-pratiques. Pour éviter toute interférence ou écho, vos micros ont été coupés. Alors j'espère que le mien fonctionne toujours. Pour rappel, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc si jamais vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, nous vous invitons d'ores et déjà à couper votre caméra. Aussi, pour précision et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, il n'y aura pas d'échange direct, c'est comme à l'accoutumée, mais vous pouvez, et nous vous y encourageons, à poser toutes vos questions, non pas dans le chat de conversation, mais dans la foire aux questions qui se situe en haut à droite de votre page Teams sur la rubrique QR. Le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques ou réactions tout le long de la présentation. Voilà. Le support qui vous sera présenté, pardon, aujourd'hui vous sera transmis à l'issue de la présentation avec le lien d'accès vers YouTube. Ce lien vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos de 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place euh, dans le service. Les réponses à la fois aux questions vous seront transmises dans un second temps via un document à l'ensemble des inscrits comme le support de présentation d'ici mi-décembre avec l'invitation pour le prochain webinaire. Donc finalement, que vous ayez assisté ou non à cette présentation, vous serez systématiquement destinataire de la présentation et de la foire aux questions. Tout cela étant dit, je vous propose que l'on revienne à notre sujet du jour, l'habitat inclusif. Pour traiter de ce sujet ô combien important, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Aurélien Ziadec et Marie Demand, tous deux chargés de mission à la direction de l'autonomie. Aurélien et Marie, bonjour. Si vous êtes prêts et Bonjour. prêtes, voilà, si vous Bonjour. êtes prêts et prêtes, je vais vous donner la parole et je vous remercie par avance de votre travail et votre intervention. Merci. Merci Mohamed. Peut-être Voilà. juste on se présente très rapidement. Donc Marie Oui, Demand, je suis chargée de mission à la direction de l'autonomie, donc dans le service accueil alternatif. Et donc j'accompagne les porteurs de projets qui développent l'habitat inclusif sur le département du Nord et plus particulièrement moi sur toute la partie sud du département. Et donc Aurélien Diadec, moi je suis aussi chargé de mission pour la direction autonomie pour le service accueil alternatif et j'accompagne les porteurs de projets sur la Melle et les Flandres. On peut démarrer. Voilà, Donc on c'est bon. démarre ce petit PowerPoint qu'on vous a préparé pour vous présenter l'habitat inclusif, qui est titré donc l'habitat inclusif ou un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Oui, le partage. le Et partage est là. le partage est là, donc c'est bon. Par contre, là, on a un petit problème d'affichage. Ça arrive. Ça va arriver, ok. C'est bon? Oui, C'est c'est bon. bon pour moi. Donc, qu'est-ce que l'habitat inclusif? L'habitat inclusif est mentionné à l'article L 281-1 du Code de l'action sociale et des familles. Il a été créé, un dispositif qui a été créé par la loi Elan et qui est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix à titre de résidence principale d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes. Ce mode d'habitat est assorti d'un projet de vie sociale et partagé. Les habitants peuvent être locataires, colocataires, sous-locataires ou propriétaires. Cet habitat peut être constitué dans le parc privé ou dans le parc social, dans le respect des règles du droit commun. Ce mode d'habitat est entendu comme un logement meublé ou non, loué dans le cadre d'une colocation, un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, situés dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée. Alors, tout ce qui est relatif au projet de vie sociale, le document n'est pas visible d'après ce que je vois dans le chat. En tout cas, moi, je le vois en partage. Alors moi, je le vois, personnellement, je l'ai également. Alors, pour moi, si. Alors, Je pense que ça doit être des les problèmes de autres connexion. personnes, oui, voient le. Donc, il est partagé, il est visible par des participants. Ah, l'écho est difficilement supportable.
Alors l'écho, Marie, coupe ton micro pour voir. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont de l'écho ou pas. Il n'y a pas d'écho. Ah oui, donc apparemment c'est un problème. Non, donc il y a des personnes qui ont de l'écho et des personnes qui n'en ont pas. Donc à mon avis, c'est un problème sur l'ordinateur des personnes qui ont de l'écho. Ok, donc on continue. Donc on va détailler ensemble après, ce qui ressort, du coup, de ces différents points-là que je viens d'énoncer, notamment sur le projet de vie sociale à partager, sur, le type d'habitat, la colocation ou le mode diffus et cetera. On présentera les choses, ultérieurement. En tout cas, ici, ce qui est à retenir dans un premier temps, ce sont les points essentiels de l'habitat inclusif. Ici sont visibles avec le petit pouce en l'air vert. Donc c'est un document qui provient, on détaillera ensuite, d'un livret, hein, qui a été édité par la CNSA et qui met bien en relief ce qu'est un habitat inclusif. Donc ce qui est, en tout cas entendu et ce qui est attendu au niveau de l'habitat inclusif, c'est le vivre ensemble, la co-construction, le quartier, les voisins. Donc je vous laisse, prendre connaissance de ces différents éléments-là, donc qui nous permettent de dire qu'on est dans un habitat inclusif. Et le petit pouce rouge dirigé vers le bas démontre bien ce que n'est pas un habitat inclusif, à savoir une structure, un établissement médico-social. On ne parle pas de livret d'accueil, tout ce qui est relatif à la loi 2002 n'est pas pris en compte, en tout cas n'est pas présenté dans le cadre de l'habitat inclusif, puisque c'est du droit commun. On le détaillera plus longuement après. Je laisse ma collègue prendre la suite. Alors, donc effectivement, comment est venu un petit peu l'habitat inclusif? L'habitat inclusif, donc c'est bien, ça veut répondre en fait à un enjeu de société, à la fois pour la société de manière générale et pour le département également. On observe quand même des mutations importantes au niveau du vieillissement de la population, mais également des demandes à la fois des personnes âgées et des personnes en situation de handicap d'avoir des offres qui soient diverses. Et donc l'habitat inclusif, c'est bien une offre différente, c'est une solution différente pour les personnes qui répond à ces besoins, un besoin d'avoir un logement de qualité, un accompagnement, hein, qui soit adapté aux besoins de vie commune, de socialisation, des modalités de financement particulières. L'habitat inclusif, ça part de la volonté des personnes et ça, c'est bien important. C'est remettre la personne au centre, au cœur du projet. C'est leur volonté de pouvoir choisir leur lieu de vie, peu importe leur situation, et à chercher à construire des solutions qui soient vraiment ancrées dans la vie de la cité. Ça participe également à développer la mixité au sein d'un quartier, d'une commune, la solidarité entre les générations dans le cadre des politiques de l'habitat. Ça va aussi tenir compte des caractéristiques culturelles et sociologiques des territoires du Nord. C'est vrai qu'on cherche à avoir un équilibre entre les territoires urbains, ruraux. On cherche l'habitat inclusif, c'est aussi pour pouvoir répondre aux risques d'isolement, à pouvoir permettre une offre de logement qui soit plus accessible en termes de coûts, de souplesse dans la mise en œuvre. Et ça va s'appuyer sur vraiment un besoin qui est repéré et explicité en fonction d'un diagnostic territorial. Ça, pour nous, c'est vraiment important, c'est-à-dire que l'habitat inclusif, ce n'est pas une offre qu'on cherche à développer, qui soit la même partout, mais c'est bien une offre qui répond à un besoin au niveau du territoire. Et toute la phase d'ingénierie du projet, elle va permettre d'aller identifier quels sont les besoins bien spécifiques au niveau du territoire et permettre d'associer les personnes qui sont concernées sur le territoire. Qui peut être locataire dans un habitat inclusif? Les personnes locataires sont en situation de handicap, donc une reconnaissance de handicap par la MDPH ou délivrance d'une pension d'invalidité, ou une personne âgée de plus de 65 ans. Ces personnes ont fait le choix à titre de résidence principale d'un mode d'habitation regroupé, partagé, diffus. Elles peuvent aussi avoir fait le choix du mutualisé l'APA ou la PCH, et dans ce cas, en adhérant au projet, elles choisissent le SAD intervenant dans ce cadre. Il n'existe pas de critères requis pour vivre dans un habitat inclusif. Il n'y a pas de niveau de groupe iso-ressources, de groupe GIR spécifique. Il n'y a pas d'orientation de la part de la MDPH et pas d'obligation d'être bénéficiaire d'une prestation d'aide à l'autonomie.
Alors, avant de vous présenter un petit peu ce qu'il en est au niveau national et départemental, juste pour nous, quelques éléments qui nous paraissent essentiels pour qu'un projet d'habitat inclusif puisse fonctionner, ou en tout cas des choses qui nous paraissent essentielles dans ces projets-là. Il y a besoin déjà de pouvoir fédérer les acteurs locaux. L'inclusion, c'est pas juste l'affaire du porteur, c'est pas que l'affaire des personnes, c'est l'affaire de tous au niveau local. Donc, il y a aussi pour nous la nécessité d'associer les habitants. Pour nous, ça, c'est vraiment l'élément essentiel. La capacité du porteur à favoriser le collectif, un équilibre dans le profil des personnes, de l'humilité, capacité de remise en question des porteurs, des logements qui soient bien, qui soient adaptés, qui soient, qui soient corrects pour les personnes, quoi, qui soient bien adaptés. Une phase d'ingénierie qui est essentielle pour créer une dynamique locale et associer des personnes, un modèle économique qui préserve le reste à charge des personnes. Pour nous, c'est important qu'un projet d'habitat inclusif ne soit pas basé sur un modèle économique qui devienne qui coûte cher aux personnes. C'est pas l'objectif. L'accessibilité et proximité des services et des transports en commun, le respect des libertés individuelles et l'attention aux besoins de chaque personne, et la créativité et la co-construction. Alors, quelques chiffres à vous transmettre au sujet de l'habitat inclusif sur le plan à la fois national et départemental. Donc, sur le plan national, il y a 96 départements qui se sont engagés dans le déploiement de l'habitat inclusif en 2024. Là, ce sont des chiffres qui proviennent de la CNSA, hein, et qui sont les plus récents. Il y a 658 habitats inclusifs en fin 2021 et en fin 2024, donc une progression assez conséquente, hein, puisque nous sommes aujourd'hui à 2281 habitats inclusifs. En 2025, le chiffre a aussi augmenté, mais on n'a pas les derniers chiffres précis, donc on ne les a pas livrés. En termes de logements, on est sur 17 429 logements prévus en 2024. Sur la répartition personnes âgées, personnes en situation de handicap, on est sur 10 404 personnes en situation de handicap qui bénéficient de l'AVP, donc l'aide à la vie partagée, on détaillera après, hein, en 2024, et 11 338 personnes âgées qui bénéficient de l'aide à la vie partagée en 2024. Au niveau du montant moyen prévisionnel du loyer, donc par habitant et par mois, on est sur un montant de 470 €. Donc on voit que le montant du loyer est assez raisonnable et permet une accessibilité pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et au niveau de l'aide à la vie partagée, on détaillera ensuite après qu'est-ce que la vie partagée et comment ça se répartit. Mais on est sur un montant moyen de 6 191 € par an par habitant, puisque l'aide à la vie partagée, c'est une aide qui est, on le verra après, hein, mais c'est une aide qui est versée par habitant, mais à un tiers, à savoir le porteur de projet. On détaillera ensuite. Donc là, on vous a mis, alors on va passer très rapidement, mais vous pourrez le consulter si ça vous intéresse. Mais effectivement, c'est pour montrer un petit peu la répartition du nombre de projets d'habitat inclusif au niveau de chaque département en France. Donc, vous avez à la fois les projets qui sont existants et puis ceux qui sont encore en ingénierie. Alors, c'est vrai qu'au niveau du département du Nord, donc on va vous le détailler un peu plus après, mais on est le département qui avait jusqu'alors la plus grosse programmation en termes de projets d'habitat inclusif, puisqu'on a 85 projets qui sont inscrits à la programmation. Voilà, et on voit bien que c'est quelque chose qui se développe dans plusieurs autres départements et qui, voilà, avec bien évidemment des départements où il y en a beaucoup moins, mais c'est vrai que sur le Nord, c'est tout particulièrement bien développé. Sur le plan du département du Nord, là, on voit que les habitats inclusifs sont essentiellement concentrés sur la MEL, la métropole lilloise, et bénéficient aux personnes en situation de handicap sur la métropole lilloise. Il y a
quand même des noyaux là, d'habitat inclusif sur d'autres territoires, hein, comme le Douaisis, le Cambrésis, l'Avesnois, les Flandres intérieures et le littoral. Et au niveau de la répartition, on voit qu'il y a surtout des habitats inclusifs qui sont destinés à des personnes en situation de handicap et des personnes, et des personnes âgées, mais de manière plus à la marge et un peu plus disséminée sur le territoire. Alors c'est vrai que cette répartition, elle est un peu, elle est spécifique au département du Nord, puisqu'au niveau national, on a une répartition assez équilibrée entre les projets à destination des PA et les projets à destination des personnes en situation de handicap, alors que sur le Nord, pour le moment, on a davantage de projets à destination des personnes en situation de handicap. Donc c'est quelque chose qu'on essaie en tout cas d'équilibrer, nous, au niveau de la programmation. Donc, comme je vous le disais, il y a bien 85 projets donc, qui sont inscrits à la programmation dans le Nord. Donc, aujourd'hui, sur ces 85 projets, on en a donc 81% des projets qui sont en fonctionnement. Donc, je crois que c'est 69 projets qui sont en fonctionnement. Et donc, on en a 13% qui sont donc, les autres projets sont tous encore en ingénierie, 13% où ils sont en attente là du livrable du projet immobilier. Donc, c'est souvent ce qui est un petit peu long hein, dans la phase d'ingénierie, c'est vraiment la livraison du projet immobilier quand il y a des travaux de réhabilitation ou de la construction. Et donc là, on a quand même quelques projets, certains qui sont rentrés en fonctionnement là cette année ou qui vont le rentrer courant 2026. Sur tous ces projets-là, donc on en a 5 qui sont, donc 6% des projets, qui sont soit qui vont être abandonnés là en cours d'année ou en tout cas des perspectives d'abandon parce que les délais du livrable sont trop longs, parce que voilà, il y a des choses qui ont changé au niveau des besoins des personnes, au niveau territorial. Donc voilà, bon, il y en a très peu, mais il y en a quand même quelques-uns pour qui parfois les choses se sont un peu compliquées. Donc, on va vous Alors présenter les. oui, peut-être un dernier point sur les chiffres. Au niveau du département du Nord, on est à la louche, hein, sur 2 tiers d'habitats inclusifs destinés à des personnes en situation de handicap et un tiers qui sont destinés à des personnes âgées. Alors que sur le plan national, on est à 55% d'habitats inclusifs destinés à des personnes en situation de handicap, 30% destinés à des personnes âgées et 15% personnes âgées, personnes handicapées. Donc, on passe maintenant aux différentes formes d'habitat inclusif. Donc, on distingue 3 modèles d'habitat inclusif: la colocation, l'habitat regroupé et le diffus. En ce qui concerne la colocation, cette configuration est fréquente pour des projets en faveur des personnes en situation de handicap. On retrouve des chambres individuelles avec souvent un coin salle de bain, parfois partagé entre 2 personnes, des espaces de vie communs avec cuisine, salon, séjour, salle à manger partagée et la mutualisation des charges qui permet de diminuer les coûts. Puisqu'effectivement en colocation, tous les coûts relatifs aux espaces de vie, communs sont partagés entre, les différents, locataires et dans ces projets, les espaces de vie, sont considérés comme l'espace collectif. Ce qui n'est pas précisé là aussi, mais on peut peut-être le préciser maintenant, c'est qu'au niveau des colocations, ce qu'on retrouve régulièrement, ce sont aussi, des impôts communs pour, financer les repas qui peuvent être pris en commun entre les différents colocataires. On va peut-être passer maintenant une petite, vidéo sur un habitat inclusif qui est situé à l'Homme, qui est porté par La Vie devant soi et qui démontre bien ce que peut être un habitat inclusif en colocation. Alors, je vais vous partager ça, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est une vidéo en partage, parfois c'est un peu compliqué. Vous me direz dans le chat si ça fonctionne pas bien. En tout cas, là, c'est en partage. Je vais le mettre ici et je démarre.
Alors, il y a pas de son, effectivement, mais je sais pas. Marie, je sais pas si tu peux m'aider. Alors, bah, écoutez, on maîtrise pas. Désolé, on avait essayé avant, mais ça fonctionnait. Là, je pense qu'il y a des réglages. Il y a un réglage à faire. Là, on entend en écho, par contre, non? Non. En tout cas, il y a un réglage à faire au niveau de la vidéo. Je suis désolé. On va peut-être pas perdre de temps à ce niveau-là. On vous laisse du coup le lien. De toute façon, vous pourrez voir en replay. On vous laisse le lien et on vous laissera consulter la vidéo. Visionner la vidéo après sera peut-être plus simple. Voilà, on repartage. Voilà. Mais en tout cas, il y a le lien qui s'affiche. C'est pas grave car c'était sous-titré. Ah d'accord, bon, quittez. Écoutez, c'est pas grave, pour les autres vidéos, parce qu'on a encore d'autres autres vidéos, on laissera les participants regarder ultérieurement, ça sera peut-être plus simple. Sinon, on va perdre un petit peu trop de temps. Donc voilà, en tout cas, ce qui a été dit au niveau de la colocation. On peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc ensuite, dans les formes de projets d'habitat inclusif, on a l'habitat regroupé. Donc l'habitat regroupé, c'est des logements qui sont au sein d'un même immeuble. Les rencontres entre les habitants dans le cadre du PVSP, qu'on vous expliquera tout à l'heure, peuvent s'organiser donc soit au sein d'un logement qui a été transformé, un logement qui est situé dans le même immeuble, ou bien dans un espace ou dans une salle qui est mise à disposition dans le cadre d'un partenariat de proximité. Il y a vraiment différentes formes et différentes solutions dans les différents projets d'habitat. Donc, les personnes disposent de leur logement propre. Elles ont leur chambre, leur cuisine, salle de bain, salle à manger, salon, dans la configuration qu'elles le souhaitent. Les charges ne sont pas mutualisées, sauf pour le lieu collectif où le coût peut éventuellement être ventilé sur chaque locataire. Ou alors, parfois, il est pris en charge par le porteur, ou bien il peut être mis à disposition aussi gracieusement. C'est des choses qu'on peut aussi voir parfois dans le cadre des collaborations qui peuvent se mettre en place. L'habitat en diffus, donc il s'agit de logements en proximité, donc à l'échelle du quartier ou en tout cas vraiment ou d'une commune quand c'est vraiment une petite commune. Donc la personne demeure dans son propre logement, mais elle bénéficie donc des temps qui sont collectifs organisés entre les locataires au sein d'un espace dédié, hein, donc en proximité des logements. Pareil que pour l'habitat regroupé, ça peut être effectivement des espaces qui sont mis à disposition ou bien qui ont un coût qui est ventilé sur les différents habitants ou qui est pris en charge par le porteur. Donc, juste petite précision sur ces différentes formes d'habitat. C'est vrai que on vous disait tout à l'heure sur la colocation, c'est davantage on le voit davantage pour les projets qui s'adressent à des personnes en situation de handicap. On le voit, on voit parfois quelques projets à destination des personnes âgées, mais ce qu'on observe depuis, ça fait maintenant plusieurs années au niveau du département du Nord que les projets d'habitat inclusif se développent. Et ce qu'on observe, c'est que la colocation, ce n'est pas ce qui répond aux besoins des personnes âgées. Alors, ça peut s'avérer dans certaines situations, mais c'est quand même pas la demande au départ de ce public. Donc, on le voit davantage effectivement se répandre et encore, ça peut varier, mais plutôt pour les personnes en situation de handicap. On- Simplement, si tu peux laisser la slide, s'il te plaît, Marie, simplement par rapport au lien qui est affiché là, en haut à droite, peut-être vous laisser prendre connaissance après le webinaire c'est un article de presse, c'est pas une vidéo, c'est un article de presse. Donc, c'est un habitat inclusif qui est porté par la ville d'Esquelbec.
dans les Flandres et qui est destiné à des personnes âgées, qui fonctionne depuis pas mal d'années, et qui fonctionne très bien. Je vous laisserai donc du coup consulter cet article. Et donc oui, c'est un mode d'habitat regroupé, c'est-à-dire que les personnes âgées habitent dans le même quartier et au centre se trouve l'espace collectif dédié qui est une salle mise à disposition par la ville, par le bailleur social, pardon, et qui permet aux personnes de se rencontrer régulièrement en fonction de leurs besoins et sur la base du projet de vie sociale et partagée. Et, et avant, donc là, sur la slide d'avant, il y avait la vidéo qu'on a essayé de vous passer, hein, donc ça, le porteur, c'était La Vie devant soi, donc c'est une association qui gère un organisme qui gère un foyer d'accueil médicalisé et qui gère un habitat aussi inclusif et qui est destiné à des personnes cérébro-lésées qui est un peu particulier puisque cet habitat inclusif est un peu particulier parce qu'il associe à la fois de la colocation et du diffus. Donc des personnes qui habitent un peu plus loin dans le quartier, mais qui sont à 5 minutes de l'espace collectif. Et c'est un espace collectif qui est partagé entre les différentes associations du quartier, puisque ce quartier est humanicité, pour ceux qui connaissent un peu la région lilloise, et qui est très attractif et très vivant, hein, et qui permet à de nombreuses associations de se regrouper au sein d'un espace qui s'appelle la Maison des Projets. Et l'association La Vie devant soi bénéficie donc du coup, dans le cadre d'une convention avec cet espace collectif, ça permet en tout cas aux habitants de se rencontrer et de réaliser des activités sur la base de leurs besoins, cuisine ou autre. On peut passer maintenant. Donc là, vous allez retrouver effectivement encore deux autres vidéos qui reprennent un petit peu des témoignages là sur des projets. Oui. Alors sur le site du département du Nord, vous pouvez retrouver effectivement plusieurs reportages. Alors ils sont pas forcément, c'est pas forcément les plus récents, mais voilà, ça permet d'illustrer un petit peu ce qui se passe dans un habitat inclusif. Donc là, vous verrez un projet à Lille à destination donc des personnes âgées et un projet à Artres, donc, qui est à destination de personnes en situation de handicap visuel. Alors, je précise simplement par rapport à la Maison Saint-François, donc qui est portée par l'association Arche sur l'île, effectivement, que ça concerne des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. Et ce qui est assez particulier dans cet habitat inclusif, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qui ne sont pas âgées, donc des étudiants, pour être plus précis, qui habitent aussi dans dans ce bâtiment et qui peuvent accompagner parfois les personnes sur des sorties, sur des activités, etc. Ça fait partie du contrat qui est signé, du contrat de bail qui est signé. En tout cas, c'est une obligation comprise dans le contrat de bail pour l'étudiant qui bénéficie de cet appartement avec un loyer assez faible. Je crois qu'on est sur 300 € par mois. Mais en contrepartie, effectivement, il y a pour cet étudiant des temps partagés avec les habitants de l'habitat inclusif à respecter. Ah, Donc l'habitat inclusif sans les partenaires, sans l'écosystème local, c'est pas un habitat inclusif puisque il doit être situé au cœur de l'écosystème local, donc plus précisément basé sur le besoin concret des personnes et non donc c'est un projet qui ne part pas d'une opportunité immobilière. C'est-à-dire qu'on va pas chercher le porteur de projet va pas chercher les logements pour créer son habitat inclusif. Il va d'abord réaliser un diagnostic territorial, un diagnostic social, pardon, pour sonder les besoins sur le plan local, voir si les personnes, les habitants sont intéressés par le concept d'habitat inclusif, puisque c'est un logement autonome, mais avec des temps regroupés. Donc savoir si ces personnes sur le territoire sont intéressées par ce type d'habitat. Et à partir de ce moment-là, peut
ou en complément, ou en tout cas ou en même temps, de manière concomitante, mais en tout cas, on part pas d'une opportunité immobilière. On part vraiment d'un besoin des habitants sur un territoire. Et ce besoin, ce diagnostic est à réaliser avec tous les partenaires locaux et surtout, en première ligne avec les pour moi en tout cas, on se rejoint là-dessus avec ma collègue, c'est qu'effectivement, si on n'associe pas les mairies, les élus du secteur, et ben si un porteur part, comme ça bille en tête, je vais créer mon projet habitat inclusif, sur la base d'une opportunité immobilière sans associer, les acteurs locaux, que ce soit les associations ou les élus, ça fonctionne pas. Donc c'est bien oui. C'est vrai qu'on a vu, enfin voilà, nous on le constate là sur plusieurs projets qui parfois, alors d'une bonne intention, hein, sont partis d'une opportunité, oui, voilà, une ancienne bâtisse qu'ils souhaitaient restaurer, et puis qu'est-ce qu'on va en faire? Donc il y a des idées comme ça parfois qui émergent et des projets qui se développent de cette manière, mais nous ce qu'on constate de toute façon au fur et à mesure, c'est que soit le porteur continue dans cette logique et donc reste sur cette opportunité et sans forcément associer les personnes et se retrouve à un moment donné de toute façon en difficulté. Alors si, enfin voilà, il y a ces difficultés-là qui surgissent, et soit le porteur on a vu des porteurs qui ont dû réajuster leur projet, voire même faire des modifications dans la forme du projet, enfin, la forme immobilière du projet. Enfin, je pense à un projet où justement c'était pensé comme une forme de colocation pour des personnes âgées. Donc, il y a des gros travaux qui ont été faits avec des logements voilà, avec une cuisine qui était collective, des logements qui étaient relativement petits. Et puis, il a été pensé comme ça, développé comme ça. Et au final, le porteur a eu du mal à trouver son public et a dû revenir faire marche arrière et refaire des travaux pour notamment fusionner des logements entre eux, réinstaller des cuisines dans chaque logement, parce que ça ne répondait pas aux besoins des personnes. Donc vraiment, si on fait le chemin inverse et qu'on part de l'opportunité, on se trompe et on ne trouve pas le public au final. Alors que si on part des personnes et de leurs besoins et de ce qu'elles souhaitent et qu'elles sont associées, eh ben, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir d'avoir des personnes qui sont vraiment associées, qui participent, d'associer tous les acteurs au niveau du territoire. Et c'est des projets qui finalement, on sent une dynamique qui est différente et des choses qui se mettent en place de façon beaucoup plus facilement. Exactement. Et tout ça pour, que la personne soit au centre du projet qui la concerne, hein. Donc rien pour moi sans moi, c'est bien, l'adage propre à l'habitat inclusif et propre aux habitants, hein. C'est-à-dire que, l'habitant n'est pas consommateur d'activités au sein de l'habitat inclusif. Il n'est pas, une personne qui, vit en établissement médico-social, avec tout ce que ça peut engendrer en termes d'accompagnement individuel et cetera. Mais la personne est vraiment actrice de son projet et du projet de vie sociale et partagée. Donc rien pour moi sans moi, c'est de redonner la parole à la personne au sein du projet et au sein du quartier dans lequel, elle vit. Dans le respect de la dynamique du groupe d'habitants, de l'habitat inclusif et au service de leur pouvoir d'agir, donc ça rejoint ce que je viens de dire, sur mesure par rapport aux potentiels locaux, à ce qui est fait sens pour les habitants concernés dans une mixité de population. Puisqu'effectivement, là, on voit dans le petit schéma à côté qu'il y a de multiples acteurs, hein, les acteurs dans le domaine du logement, du médico-social, les autres intervenants dans le cadre des associations, etc., des proches aidants, les transports, les services publics. En fait, tout cet écosystème-là heu, peut être mobilisé, par les habitants, pour, que, le projet de vie sociale et partagée soit investi et vive. Et sans ces, différents acteurs, il y a pas d'habitat inclusif. On est vraiment sur des habitats qui sont, travaillés, on l'a bien indiqué, sur mesure, puisque, en fonction de l'écosystème local, l'habitat inclusif sera différent. Donc intégrer aussi cet habitat inclusif au cœur du bourg ou de la ville, dans un environnement facilitateur d'accès à des services. Tout à l'heure, je vous parlais
de l'acteur Le porteur la vie devant soi, donc qui s'adresse à des personnes cérébrolésées. Donc il y a certaines personnes cérébrolésées qui se déplacent en fauteuil et dans ce même quartier, il y a aussi un autre habitat inclusif qui est porté, par le centre Hélène Borel et qui s'adresse à des personnes qui sont en situation de handicap et souvent en fauteuil et et juste à côté, il y a effectivement l'accès au métro, hein, donc ça, on coche la case, accès transport, il y a pas de souci. Mais ce qui nous est renvoyé régulièrement, c'est que, l'ascenseur qui permet aux personnes d'accéder au métro, est pas adapté, soit en panne, soit, les boutons sont pas accessibles pour les personnes qui ont des difficultés à lever le bras. Donc effectivement, on peut être au sein d'un quartier qui propose de nombreuses possibilités pour les personnes en situation de handicap, mais c'est vraiment du sur-mesure parce que c'est pas forcément adapté et donc si on n'a pas accès aux différents partenaires, notamment transport et l'habitat inclusif, ne touche pas sa cible puisqu'effectivement, les personnes ont des difficultés à se déplacer. Ce qui nous est renvoyé aussi, c'est que pour les transports en bus dans les habitats inclusifs, on peut vivre en couple et c'est tant mieux parce que c'est du droit commun. Sauf que pour, prendre le bus en couple, en fauteuil roulant, c'est pas possible. En tout cas, sur le territoire lillois, les chauffeurs de bus ne peuvent pas prendre 2 personnes c'est ce qui nous est rapporté en tout cas, en fauteuil roulant. Donc c'est une personne à la fois, donc les personnes ne prennent pas le bus, tout compte fait. Voilà, il y a des freins comme ça et encore malgré la loi de 2005, hein, il y a encore des freins, qui existent sur les territoires et qu'il faut travailler avec les différents partenaires. Donc tout ça en tissant un maillage progressif avec l'écosystème local effectivement, donc ce que je viens de dire, hein, c'est que même s'il y a des il y a des il y a des structures qui existent, même si on est à proximité de nombreux services, il faut que le coordinateur animateur, aille, régulièrement au contact des personnes, des partenaires pour, porter la voix des habitants, si ces habitants ne sont pas en mesure d'y aller seuls. Alors, donc pour aller plus loin, alors ce qui peut un petit peu, au niveau, du département en tout cas, on a vu que l'habitat inclusif, c'est quelque chose qui se développe, depuis maintenant plusieurs années. Parce que c'est une politique qui est innovante, donc on est parti vraiment d'une politique qui était volontariste et qui a été soutenue, de façon volontariste au niveau du département depuis, plus d'une dizaine d'années et puis progressivement ça s'est, organisé. Il y a eu des textes de loi qui sont venus, qui ont encadré un petit peu tout ça. Et donc, on est arrivé à une politique publique nationale qui a permis notamment la création de l'aide à la vie partagée. Et donc, on était bien sur quelque chose d'assez large qui s'est petit à petit précisé et qui surtout a réaffirmé la place de la personne et du groupe au cœur du projet. Donc cette dynamique, elle allie à la fois l'individuel et le collectif, ce qui permet de renforcer vraiment le pouvoir d'agir des personnes. Donc ce qu'on voit au niveau des textes, c'est que, il y a des éléments, qui ont été, définis au niveau notamment des fonctions clés d'un habitat inclusif, qui est, à la fois la veille et la sécurisation du domicile, le soutien à l'autonomie de la personne, un soutien à la convivialité et une aide à la participation sociale et citoyenne. Donc ça, c'est vraiment, les éléments, auxquels doit pouvoir répondre, déjà, un projet d'habitat inclusif. Puis sont venus un peu là-dessus, définir de façon un peu plus, précise, les différentes fonctions. Donc on retrouve des critères, structurels, donc à la fois le public qui est concerné et la nature des activités mises en place dans le PVSP, le nombre de logements constituant l'habitat inclusif, le temps de présence des professionnels et leurs, qualifications, les partenariats avec les acteurs, locaux en lien avec le PVSP et la recherche de financement complémentaires. Puis ont été définis donc des critères qualitatifs, donc la participation sociale et citoyenne et la citoyenneté, pardon, vivre ensemble au sein de l'habitat et les interactions avec l'environnement, la programmation et l'animation du PVSP avec l'utilisation des espaces partagés,
la coordination des intervenants, la fonction de veille active et la facilitation interface bailleur. Donc, sur les critères qualitatifs, on en reparle un petit peu tout à l'heure. On va détailler en quoi ça s'applique dans les fonctions, dans les projets d'habitat inclusif, mais notamment en lien avec la fonction du coordinateur, animateur, régulateur qui est présent dans le projet d'habitat inclusif. Tous ces éléments-là, je complète, Marie, tous ces éléments-là découlent de la loi Elan en 2018 et d'un cahier des charges qui est un règlement d'application, un arrêté de cette loi Elan et qui définissent bien ses fonctions et ses critères. Alors, c'est un peu technique, mais nous, ça nous permet d'avoir des repères sur l'habitat inclusif, puisque il y a des habitats inclusifs qui se disent habitats inclusifs, mais qui ne sont pas habitats inclusifs au sens de l'aide à la vie partagée financée par le département. Donc, il y a de nombreux acteurs qui proposent des projets inclusifs, mais qui ne sont pas financés par le département dans le cadre de la programmation aide à la vie partagée. Donc, une programmation qui s'étale sur 7 ans. Et donc, il faut être sur les territoires, il faut être au clair avec ça, puisqu'effectivement, vous l'êtes, hein, mais effectivement, on peut se laisser parfois emporter par si je le dis comme ça, par des porteurs de projets qui viennent avec leur projet Habitat inclusif, mais qui viennent aussi vendre un modèle économique et des prestations et qui ne répondent pas, selon nous, alors qui peuvent correspondre à des besoins pour certaines personnes, il n'y a pas de souci avec ça, mais en tout cas qui ne correspondent pas à ce qu'on entend, nous, par habitat inclusif financé dans le cadre de l'AVP. Donc, l'AVP, effectivement, donc c'est l'aide à la vie partagée. Donc, quels sont les 3 éléments qui sont constitutifs de la mise en œuvre de l'AVP? Donc, dans un premier temps, il y a eu un accord pour l'habitat inclusif qui a été signé entre, donc c'est un accord tripartite, hein, qui a été signé entre la CNSA, donc la CNSA, l'État et le département. Cet accord pose les bases juridiques et organisationnelles de soutien au projet d'habitat inclusif. Deuxième axe, la création du droit AVP et son inscription dans le RDAS, donc le règlement départemental de l'action sociale. Donc c'est un nouveau droit AVP qui a été délibéré lors de la commission permanente du 27 septembre, c'était en 2021 et donc qui a modifié aussi le RDAS. Une fiche d'information personnes âgées, personnes en situation de handicap qui précise les conditions d'admission annexées au RDAS et un formulaire de demande puisque lorsqu'une personne veut entrer dans un habitat inclusif, il faut qu'elle remplisse un formulaire de demande qu'on vous présentera à la fin de ce temps de présentation. Et troisième axe, la convention dite 3P. Donc là, c'est la convention qui est signée entre le département et le porteur de projet, qui est obligatoire pour ouvrir au financement via l'AVP. Donc le locataire au sein d'un projet conventionné devra alors faire une demande d'AVP via un formulaire spécifique qui sera présenté à la fin de ce webinaire. Donc, au niveau de... Alors, attendez, là, il vous a mis le texte de loi. On vous le passe, mais vous pourrez le retrouver. Donc, à quoi sert l'AVP? Donc, l'AVP, c'est une aide individuelle qui est attribuée à la personne. Donc, c'est bien la personne qui fait la demande de cette aide. Mais par contre, l'aide est versée directement à la personne morale 3P, donc le porteur de projet partagé, en sa qualité de tiers bénéficiaire. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une particularité de l'aide à la vie partagée. Et donc, c'est vraiment la convention qui a été signée qui permet aux porteurs de projet de pouvoir percevoir cette aide. Le montant d'AVP, il est différent. Il y a trois socles en fait qui ont été définis, 3 niveaux qui ont été définis, pardon. Le premier niveau de 5 000 euros par personne et par an, donc qui est le niveau socle. Le niveau intermédiaire, donc qui est de 7 500 euros par personne ou 10 000 euros par personne. On parle vraiment du niveau d'intensité. Donc, ça va être le calcul le calcul du montant d'AVP, il est en fonction du projet et de l'intensité du projet d'habitat inclusif.
Alors, au niveau du département du Nord, nous, on a des projets qui sont. L'idée n'était pas de mettre des montants qui soient trop importants parce que 10 000 euros par personne et par an, ça fait une charge quand même qui est importante, mais plutôt de pouvoir développer plusieurs projets plutôt que d'avoir euh, que quelques projets qui soient à un montant très élevé. Donc, par exemple, donc on a des projets à 5 000 euros et des projets à 7 500 euros. Donc, juste pour que vous puissiez comprendre rapidement, donc si un projet d'habitat inclusif comporte 10 habitants et que le montant de la VP a été décidé à 5 000 euros, donc le montant que va percevoir le porteur sur l'année sera de 50 000 euros. Par contre, il va être effectivement calculé, alors c'est des calculs parfois un peu compliqués, mais il va être calculé au prorata en fait et en fonction du nombre de locataires qui sont présents sur l'année. Donc, s'il y a 8 locataires, forcément, le montant d'AVP sera diminué. Oui, parce que je précise simplement parce que et c'est pas parce qu'un projet est, inscrit à la programmation pour 10 habitants qu'il faut que le porteur de projet, «remplisse» entre guillemets, son habitat inclusif pour arriver à 10 habitants. Si ça fonctionne bien avec 7 ou 8 habitants parce qu'il y a eu du mouvement dans le groupe, parce que, ben, c'est la vie de groupe et qu'à un moment donné, ben, il y a des personnes qui partent et où il y a des conflits, où il y a des nouveaux arrivants qui, s'adaptent pas, toujours aux règles du groupe, et bien effectivement, parfois, on peut être, sur un habitat inclusif qui est, en dessous du nombre, maximum d'habitants pour à un moment donné, pour, apaiser un peu une situation ou pour, redémarrer, sur autre chose, relancer une dynamique et donc, à ce moment-là, si pendant l'année, on n'est pas à 10 habitants mais à 7 habitants et ben, l'année suivante, il y a une régularisation qui se fait au niveau, de notre service pour que le montant, de l'AVP soit, basé sur le réel de présence de personnes. Donc, je termine rapidement là-dessus, donc sur l'AVP, le temps passe. Les fonctions qui sont financées par l'AVP relèvent de 5 domaines complémentaires. Donc, c'est vraiment les critères qu'on a vus sur les slides précédentes. Donc, la participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du pouvoir d'agir, la facilitation des liens entre les habitants, l'animation du projet de vie sociale et partagée, la régulation de l'utilisation des espaces communs, la coordination au sein de l'habitat des intervenants et l'interface technique et logistique des logements avec le propriétaire quand c'est nécessaire. Quel est le rôle du coordinateur animateur régulateur? Puisqu'on a vu que, bah, effectivement, un habitat inclusif percevait, ben, ce sont les personnes, les habitants qui perçoivent de la VP, mais cette AVP est versée à un porteur. Ce porteur, embauche un coordinateur animateur régulateur sur la base du montant de la VP. Puisque la VP, on verra après, mais la VP finance essentiellement le poste de coordinateur animateur régulateur. Donc, au regard des critères qualitatifs et structurels définis précédemment, le coordinateur animateur régulateur assure une fonction bien spécifique dans le projet Habitat inclusif. Il co-construit avec les habitants le projet de vie sociale et partagée dans le respect de ces critères. Il ne coordonne pas les interventions médico-sociales et ne réalise pas d'accompagnement social ou médico-social lui-même. Par contre, il va mettre en lien le locataire avec les acteurs locaux si des besoins sont repérés. Alors effectivement, ça, c'est quelque chose de très spécifique à l'habitat inclusif, c'est-à-dire que le coordinateur animateur régulateur est généralement de formation travailleur social. Mais sa mission première est de euh, co-construire avec les habitants le projet de vie sociale et partagée et donc dans ce cadre-là, animer la dimension collective de cet habitat inclusif. Néanmoins, les habitants restent des personnes et donc ces personnes ont des besoins qui peuvent, être adressés à la personne du coordinateur et ce coordinateur-là, qui est de formation travailleur social, peut être amené par réflexe à accompagner l'habitant dans des démarches qui relèvent du médico-social. Sauf que c'est pas la fonction première du coordinateur. Le coordinateur doit animer la vie sociale, la vie de groupe et la vie avec, les partenaires et les habitants du quartier et donc cet, accompagnement individuel doit être mené par des personnes qui, peuvent être, le tuteur, curateur, si la personne est dans cette situation
de protection juridique. Si la personne est suivie dans le cas d'un SAVS ou d'un SAMSA, c'est ce professionnel qui va prendre le relais. Donc en fait, le rôle du coordinateur, c'est de faire le relais avec les personnes qui peuvent mettre en place, eux, un accompagnement individuel. Alors donc, très rapidement, donc sur le Mmh. projet de vie sociale et partagé. Donc le projet de vie sociale et partagé, c'est vraiment ce qui est le cœur du projet d'habitat inclusif. C'est-à-dire qu'on a dans le projet d'habitat inclusif, on a à la fois la forme immobilière, on a l'AVP qui est là pour soutenir notamment donc, la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagé. On a les habitants et donc c'est vraiment le projet de vie sociale et partagé, c'est ce que les habitants vont décider de faire et de construire ensemble. Donc, les objectifs, c'est vraiment de favoriser le vivre ensemble, la solidarité, la péréquation au sein du logement et à l'extérieur, pas seulement entre les habitants, mais aussi entre les habitants et leur environnement. Donc, le voisinage, famille, amis, services de proximité, etc. Il doit permettre aux habitants de choisir la façon dont ils souhaitent s'inscrire et participer dans ou à la vie du quartier de la commune. Le tout pour limiter le risque d'isolement, déployer ou maintenir des liens sociaux choisis, favoriser l'inclusion dans le quartier. Le PVSP va contribuer à retrouver une utilité sociale, à se sentir valorisé, trouver une façon, seule ou à plusieurs, d'exercer sa citoyenneté, prendre ou retrouver sa place d'auteur bien plus que celle de sujet ou d'acteur. Euh, et donc, ce PVSP, ben, c'est vraiment le coordinateur, animateur, régulateur qui va être en charge de l'élaborer avec les habitants. Il doit vraiment, c'est vraiment son travail de pouvoir s'assurer de la participation de chacun et sa mise en œuvre. Donc, il doit veiller à ce que le contenu du PVSP soit conforme aux souhaits qui ont été exprimés collectivement par les habitants. Il doit être adapté aux caractéristiques des situations de handicap ou de perte d'autonomie. Et donc, il doit s'adapter à l'évolution du projet, à l'évolution des locataires et à l'arrivée des nouveaux habitants pour pouvoir poursuivre la dynamique qui a été engagée. Alors toujours sur le PVSP, on a introduit cette slide avec, cette phrase: «Pas faire pour faire, mais faire pour vivre». Donc cette phrase-là a été, énoncée par une personne qui est, porteur de projet et qui avait résumé pour elle ce qu'était, le projet de vie sociale et partagée et donc on a retenu cette phrase-là parce que ça nous paraît important de pouvoir la transmettre et synthétise bien les choses. Pas faire pour faire, mais faire pour vivre. C'est-à-dire que ce projet de vie sociale et partagée, c'est pas un document qu'on nous demande et voilà, qu'on doit donner au département parce que, bah, il y a des subventions, il y a l'aide à la vie partagée qui est versée, mais c'est vraiment un document qui est support à, une vie de groupe, à une dynamique de groupe et ce document-là est pas, formaté, il est spécifique à chaque habitat inclusif et ce sont les habitants qui décident de le mettre en forme selon, leurs besoins et selon leur envie. Donc il se caractérise ce PVSP par la mise en place d'actions et d'activités décidées par l'ensemble des habitants, leurs souhaits et les habitants identifient avec l'aide du coordinateur animateur les moyens pour sa mise en œuvre. Il peut s'agir d'activités de la vie quotidienne, le faire ensemble, donc le faire dans le groupe. Qui fait quoi? Par exemple, dans le cas de la colocation, qui va faire le ménage des espaces communs, à quel moment? Qui fait si les repas sont pris au commun, qui fait le repas? Donc il peut s'agir aussi d'activités de convivialité et de loisirs, donc le faire ensemble et faire avec. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part en vacances ensemble? Est-ce qu'on part, faire une sortie, pour un événement ensemble? Donc toutes ces activités sont effectuées au sein ou à l'extérieur, de l'habitat inclusif. Simplement le tout pour continuer à être et à être auteur de sa vie. Le PVSP n'est pas figé, il repose sur la participation active et constante des habitants, puisqu'effectivement, un PVSP peut très bien évoluer en fonction, de la participation des habitants ou de l'entrée et du départ d'une personne de l'habitat inclusif ou en fonction des événements, qui sont vécus, par le groupe. Pour cela, ils sont associés, hein, se réunissent selon les besoins afin de pouvoir le faire évoluer, le moduler, parce que les habitants restent toujours acteurs de leur projet. Cela inclut, aussi son adaptation à l'arrivée de nouveaux habitants, je viens de le dire et ça repose sur une démarche, co-construite qui évolue au fur et à mesure.
Et alors peut-être je passe sur celle-là simplement parce qu'on arrive à la fin, mais vous retrouverez un petit peu les mots qui ressortent. Alors c'est une enquête qui est assez, qui est pas forcément récente, donc les mots ont un peu évolué, mais ça vous permet déjà de voir un petit peu ce qui ressort des projets, ce que peuvent dire vraiment les personnes qui sont dans les projets d'habitat inclusif. Ce qui nous semble important, ce qui nous semblait important à rappeler, c'est vraiment au niveau du département, il y a eu un gros déploiement de l'habitat inclusif. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu stabilisé. On n'a pas de nouvel appel à projet qui a été lancé, mais c'est une période où du coup, nous, on est vigilants à ce qui se passe. Voilà, on accompagne les porteurs de projets dans le déploiement de leurs projets. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être attentif parce que l'habitat inclusif, ou en tout cas, c'est des notions qui aujourd'hui sont un peu, entre guillemets, à la mode, dont on entend beaucoup parler et on retrouve un petit peu de tout. Et en tout cas, nous, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment maintenir cette offre-là à sa juste place. Donc, les textes, par exemple, indiquent un projet à taille humaine, ne précisent pas le nombre de locataires par projet, mais en tout cas, nous, on a fait le choix au niveau du département du Nord d'avoir des projets qui soient à taille humaine, donc entre 5 et 12 personnes maximum. Au-delà, on passe sur des collectifs qui sont trop importants et qui se rapprochent plus d'un fonctionnement de type établissement. L'habitat inclusif, pour nous, c'est avant tout un logement ordinaire. Il n'y a pas d'organisation de type ESMS. Si on y retrouve un règlement ou des fonctionnements de SMS, c'est qu'on n'est pas dans de l'habitat inclusif. La question que je renvoie toujours aux porteurs, c'est est-ce que chez vous, ça fonctionne de cette manière-là, quand vous êtes chez vous? Voilà, on est vraiment dans le logement ordinaire. Donc, tout ce qui est règlement, mutualisation de personnel, plateau technique, présence 24/24 pour couvrir des postes de présence de nuit, des véhicules dédiés au projet, ben Ah, attention parce qu'on mmh. glisse vers des fonctionnements de type ESMS. Au sein de la CHI, il n'y a pas de professionnel en permanence. Voilà, on a le coordinateur qui est là, qui intervient sur certains temps, mais il n'y a pas de professionnel en permanence. À la maison, tout comme à la maison, il n'y a pas de panier de services obligatoire. L'habitat inclusif, ça ne doit pas non plus se substituer à l'offre ESMS. Ça ne constitue pas le levier de la transformation médico-sociale. Ça vise pas non plus à couvrir les besoins de publics qui sont sans solution à ce jour. Des adultes, alors on peut avoir des projets pour des adultes autistes, Et mais ça ne doit pas venir compenser, ça ne doit pas être créé parce il manque de solutions à adaptées. défaut de Voilà, donc pareil pour les projets Alzheimer ou des jeunes adultes qui sortent de l'ASE ou des jeunes en situation d'amendement Creton. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en retrouver dans les projets, mais ça ne doit pas venir remplacer un manque de solutions pour ces personnes-là. Voilà, ce qui est important en rappelant un petit peu tout ça, c'est vraiment quand vous êtes sur les territoires ou si vous entendez parler de projets, c'est de pouvoir avoir vraiment ces alertes-là et savoir un petit peu est-ce que on est dans des projets qui sont développés dans le cadre de l'habitat inclusif tel qu'on l'entend nous au niveau du département, au niveau de la nationale, au niveau de la CNSA, ou est-ce qu'on est sur d'autres choses? Enfin voilà, il y a ces points-là en tout cas qui nous semblaient importants à être rappelés. Très rapidement, du coup, sur les outils, on vous sur les les out présente, mais oui, je balaye, hein. sur les outils, il y a le formulaire de demande de l'aide à la vie partagée dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous retrouvez sur le site, intranet. Du coup, tu bon, c'est pas grave. Très rapidement, Oui, après il y les a différences. au niveau du site intranet, il y a aussi le support FALC, hein, qui est lié à l'AVP, donc qui permet, à des personnes en situation de handicap de pouvoir ou des personnes âgées, en tout cas de pouvoir prendre connaissance de ce qu'est l'AVP, sur le territoire, mais dans un format, facile à lire et à comprendre, pardon. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver, on vous a mis tous les liens, donc voilà, vous l'aurez dans le document qui vous sera envoyé, effectivement tous les liens sur tout ce qui concerne l'habitat inclusif, donc le guide de l'habitat inclusif. Voilà, vous avez plusieurs choses, le rapport Pifto-Wolfram qui vient aussi un peu fonder tout ce qui est en lien avec l'habitat inclusif. Vous pouvez également retrouver donc les cahiers pédagogiques de la CNSA. Donc pareil, sur le site de la CNSA, vous pouvez trouver aussi plein d'éléments et plein d'informations sur le sujet.
Voilà, un petit peu pour tous ces éléments-là. C'est rapide, il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à pouvoir les poser. J'espère qu'on a été assez clair dans ce qu'on vous a présenté. Et puis, vous pouvez également nous joindre. Donc, on a remis nos noms et les coordonnées du Les service. coordonnées du service, tout à fait. Voilà. Donc n'hésitez pas si Merci. vous avez des questions, excuse-moi Mohamed, mais simplement, n'hésitez pas si vous avez des questions relatives pardon, à des situations particulières, des demandes, etc., ou des habitats inclusifs, à nous adresser un mail à habitat.inclusif@denord.fr. Excuse-moi Mohamed, à toi. Merci Aurélien pour ces précisions. Merci à tous les deux. Merci Marie et Aurélien pour votre présentation, votre intervention qui était riche et intéressante. Alors, intéressante dans la mesure et riche, on était près d'une centaine ce matin lors de cette heure de l'autonomie. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation. Excusez-nous encore pour les quelques petits problèmes techniques qu'on a pu avoir durant cette heure de l'autonomie, mais comme je vous l'ai dit, et je vous rappelle que vous recevrez d'ici mi-décembre cette présentation et la foire aux questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous le 16 décembre prochain pour une nouvelle séquence 1 heure pour l'autonomie avec un sujet tout aussi important et d'actualité, la santé mentale. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.